BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà le retour de quoi je me mêle. Un grand merci d'être là. Deuxième partie avec toujours Anthony Morel, BFM Business, Nicolas Guyot, rédacteur en chef de clubic.com et Damien Licata Caruso, spécialiste tech au quotidien Le Parisien. Pour cette deuxième partie, on va s'intéresser aux évolutions non-stop, perpétuelles d'OpenAI. On le disait en préparant cette émission, tous les matins dans Culture AI, tu parles de ChatGPT et d'OpenAI. Que ça. Voilà, c'est ça. Et on en parle encore une fois. Et ben voilà, alors là, celle-ci pour le coup, elle m'a scotché, moi. Enfin, je sais pas pour vous. Pour le coup, hein, attention. Voilà, exactement. Ne nous trompons pas de lettres. On va pas se planter. Oui, c'est ça, pas mal, je l'aime. Non, mais oui, j'en dis pas plus. Donc effectivement, c'est une annonce comme ça, publiée par Sam Altman sur X, hein, sur le réseau social. En plus, voilà, comme par hasard, pour nous expliquer qu'à partir du mois de décembre, eh bien, les règles d'utilisation de ChatGPT vont changer et être beaucoup plus souples puisqu'elles permettront entre autres d'ajouter des conversations à caractère érotique à la fin de l'année, l'intelligence artificielle. À la fin de l'année, pour la Noël. mère Noël va arriver, ça va être la fiesta. Le cadeau de Noël d'OpenAI, ChatGPT. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'avoir une conversation un peu osée avec ChatGPT aujourd'hui. Vous avez déjà essayé de chauffer ChatGPT ? Ouais. Ah ouais. J'ai déjà essayé. Ok. J'ai déjà essayé. Pour tester. Mais non, mais pas comme ça parce qu'il n'y a personne qui te jugera autour de ça. D'accord. Mais c'est son intégrité journalistique. Évidemment. Anthony va toujours au fond des choses. Ce serait une faute professionnelle de ne pas tester. Mais alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire que, globalement, l'IA, et c'est normal, elle a des barrières, des garde-fous, et du coup... Donc, dès que tu commences à lui dire, allez, on se fait un bisou, un truc comme ça... Elle va, on va dire, la limite est assez vite, elle te met un stop. Voilà, elle te le dit ou pas ? Oui, bien sûr. Elle te dit, j'ai pas le droit... Comme quand tu demandes des trucs un peu violents, ou tu vois, il y a des garde-fous. Je suis déjà en couple avec Gemini. Alors après, c'est toujours pareil, tu sais bien... Va plus loin que lui. Si tu promptes intelligemment, tu arrives à court-circuiter et machin. Mais là, pour le coup, ce sera officialisé d'une certaine manière. Donc, il ouvre les vannes du sexe. Quoi. Oui, c'est ça. Alors, il insiste bien, le mot est érotique et pas pornographique, donc je pense que la nuance est importante. On n'en sait pas beaucoup plus, honnêtement, mais on peut imaginer qu'on pourra avoir une sorte de flirt virtuel, peut-être un peu suggestif et un peu osé, sans aller trop loin non plus avec l'intelligence artificielle. Ouais, le décolleté, pas plus. Voilà, c'est ça. C'est ça, hein. On n'ira pas plus loin. Ce sera le film de M6 du dimanche soir. Pour ceux qui ont la référence, tu vois. Là, on remonte loin, les amis. On sera pas sur Canal+. Voilà, mon fils va te coucher. Il est 23h en ce dimanche. Pourquoi tu es encore devant la télé ? Non, mais c'est dingue, c'est la réinvention. Oui, c'est ça. C'est la réinvention du Minitel Rose à l'ère de l'intelligence artificielle, mais encore une fois, c'était en fait s'ils le font, pourquoi ils le font ? Parce que c'est ça la question au fond. On pourrait se demander. Ils n'ont pas tellement de Ils étaient toujours pour l'instant assez lisses et assez aseptisés ChatGPT dans les outils qu'ils proposaient. Simplement, ils voient qu'il y a un marché. Voilà, c'est une entreprise. Il y a une demande pour ça. Ils voient bien les prompts que font les gens. Ils voient bien que ils avaient publié une étude il y a quelques semaines qui montrait ce que font vraiment les gens avec ChatGPT. Il y avait 2,3% des usages qui étaient des usages de compagnonnage émotionnel, c'est-à-dire des gens qui vont utiliser ChatGPT non pas comme un outil, mais comme un confident, un ami. Ils vont lui poser des questions ou lui dire des choses qui sont très intimes parfois, des choses qu'ils n'auraient pas dit même à leurs amis les plus proches. Et aussi à cette idée de concevoir une sorte de relation amoureuse virtuelle, aussi pathétique que ça puisse paraître, parce que ça l'est d'une certaine manière, et c'est triste. Mais il y a pour des gens, il y a une forme d'accompagnement dans la solitude en utilisant l'intelligence artificielle. Ouais. Ils voient qu'il y a un marché, donc évidemment, ils s'y engouffrent. Voilà. Nicolas fait une drôle de tête. Ouais, j'ai envie de dire, ouais. Non, moi, je pense qu'ils sont en train de monétiser. Hein. Ils ont quand même un gros problème, hein, c'est que ça coûte très, très cher, tout ça. Ils ont des investisseurs, faut rentabiliser. Et puis, ils investissent des centaines de milliards. Il faut au bout d'un moment, il faut bien que ça passe à la caisse. Hein, les processeurs, là, les palettes Nvidia, les palettes AMD, les palettes 30 000 ou 40 000 $ le bout. Là, maintenant, ça coûte... Non, voilà, moi, je pense qu'ils sont en train d'amortir. Ouais. J'aurais tellement voulu assister à la réunion où quelqu'un a dû pitcher cette idée-là. Se dire, alors, on va essayer de faire un peu d'argent, finalement. On va exploiter plein de filières. On va dire, on va mettre un peu de X, un peu de contenu libidineux, un peu finalement en fait ce qui existe déjà sur plein d'autres plateformes qui utilisent les LLM, qu'ils ont détourné pour faire des choses qui correspondent aussi à un marché. Effectivement, quand on veut rentrer dans ses sous, on trouve son consommateur et ça en est clairement un.
Il y a plein de boîtes qui sont spécialisées dans ça, qui font des chatbots qui dépassent certainement les limites puritaines que peut avoir un chat GPT. Donc à un moment, ils essayent aussi peut-être de rattraper ces gens-là en leur disant écoutez, venez chez nous, finalement, vous revenez à la source. Mais c'est vrai que on a parlé la semaine dernière de Zeta. Zeta, c'est une application qui cartonne en Corée du Sud, qui est même plus populaire chez les jeunes utilisateurs que ChatGPT. C'est plus de 2h30 d'utilisation moyenne par jour. Et en fait, c'est ça, le concept de cette application, c'est de pouvoir créer un partenaire virtuel et d'avoir une sorte de flirt avec lui. Donc on voit bien qu'il y a des usages. Les usages sont là, et puis on sait bien que sur les produits technologiques, depuis que la technologie existe, c'est toujours le sexe qui a drivé l'évolution technologique. Donc il n'y a pas de raison que l'intelligence artificielle échappe à la tendance. Et puis Grok avait déjà ouvert une brèche il y a quelques semaines. Il y avait, tu pouvais solliciter Grok pour rentrer dans des contenus un peu plus osés. Oui, c'est vrai. Et ça avait eu un petit succès, donc ils ont peut-être dit qu'il y avait ce public à récupérer. X, c'est l'open bar du porno, quoi. Excusez-moi, d'ailleurs, c'est rigolo de dire ça comme ça, mais c'est vrai que... X est devenu X. X a toujours été X, même à l'époque de Twitter. Il y avait des contenus, enfin, je veux dire, c'est... Moi, je rigole intérieurement, je me demande, Copilote Plus, à ton avis, on va pouvoir lancer des trucs T'es sur ton tableau Excel, vas-y. Fais-moi un truc sexy avec le tableau Excel. Allez, une petite pause coquine entre deux tableurs Excel. Parle-moi chiffres. Montre-moi tes cellules. My God. Non, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ils vont contrôler le fait que les gens soient mineurs ou majeurs. Et en fait, on sait qu'ils travaillent depuis quelques mois, OpenAI, sur un outil qui permettrait d'utiliser l'IA pour essayer de déterminer, à partir de tes interactions avec ChatGPT, si tu as 18 ans ou plus. C'est-à-dire qu'on sait, en fait, on n'a même pas besoin, parce que tu sais, tu as des sites maintenant qui demandent, par exemple, de prendre un selfie et on peut déterminer si tu es mineur ou majeur. Mais là, c'est même pas ça. C'est la façon dont tu parles, la syntaxe, les mots que tu utilises, le type d'appareil que tu utilises, les sujets, évidemment. Si tu parles de retraite ou de fiscalité, tu n'as pas 14 ans globalement. Enfin, en général, il y a peut-être des adolescents qui sont passionnés de fiscalité. C'est possible. Mais en prenant en compte tous ces paramètres, on est capable en fait de savoir si tu as l'âge ou pas de consulter ces contenus, parce que je pense que ce ne sera pas fiable à 100%, qu'il va y avoir aussi donc des polémiques, parce que tu vas avoir des petits malins qui vont réussir à s'infiltrer et à avoir l'usage de ces trucs-là. Je suis curieux de voir en tout cas à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est une option qu'ils mettent en avant ou est-ce que c'est un truc qui sera non dit mais que tu pourras activer? Est-ce qu'effectivement il y aura une option de premiumisation où tu devras payer un supplément à l'abonnement? Si tu l'interdis aux mineurs, ça accrédite aussi la thèse d'un abonnement, parce que pour t'abonner, il faut peut-être avoir une carte bancaire et ainsi de suite. Donc ça permet aussi de filtrer à l'entrée des gens. Bon, si tu appliques à ton paternel, c'est autre chose, mais ça permet aussi peut-être de bloquer les mineurs à l'entrée et de le réserver à un public plus averti. Ou ceux qui ont un compte familial, ChatGPT, qui utilisent tous le même compte, c'est pareil, ça va peut-être poser des Ça va être un carnage. Après, ils vont peut-être proposer aussi une API pour justement pour certains sites de rencontres ou sites coquins pour pouvoir justement aller utiliser cette IA depuis leur site. Puis l'étape d'après, si on se projette un peu, c'est pas là maintenant tout de suite, mais peut-être dans 2, 5, 10 ans, ça va être, tu vas intégrer ces briques technologiques-là dans des robots. On parlait tout à l'heure d'un robot assez incroyable, mais ça va être ça en fait la réalité, tu vois. Donc ça va être, en gros, c'est ChatGPT version érotique sur un robot. Voilà, je vous fais pas un dessin, mais ça va être aussi une réalité, c'est certain. Un robot sous Windows 10. Non, sous Windows 10. Toi, tu n'as pas fait les mises à jour de sécurité, je vais te punir. Le fantasme. Attention, je n'ai plus de sécurité. Voilà, on les a toutes faites là, non je crois que c'est bon aussi. On n'a pas parlé de chatroulette. Ah oui, chatroulette. Oh là, c'était incroyable. Ça existe encore ça, chatroulette? Je ne sais pas. Chatroulette, Peter, ça c'est vrai que tu te souviens de ça, chatroulette? Ça c'était le caniveau du web quand même. Je crois que j'ai jamais utilisé pour le coup. Là, je crois que la poubelle est plus propre que chatroulette parce que là, franchement, c'était chaud quand même ce truc-là. Bon, dans l'actu, on va parler un petit peu de lunettes. Ça faisait au moins une semaine qu'on n'avait pas évoqué le sujet parce que ça bouge, parce que ça frétille dans tous les sens, et notamment du côté de chez Apple, Anthony, où il y a de plus en plus de rumeurs concernant une sortie imminente de lunettes. On parlait tout à l'heure de serpent de mer ou d'arlésienne. Là encore, on pourrait en parler parce que ça fait longtemps qu'on sait qu'Apple travaille sur des lunettes avec de l'IA, avec de la réalité augmentée. Tout ça est en train de se concrétiser. On a eu la newsletter de Mark Gurman, qui est toujours très bien informé, le journaliste de chez Bloomberg, qui en dit un petit peu plus. Alors sur les projets, visiblement, il y a deux projets, deux paires qui se succéderaient une année puis l'autre. La première qui serait pour l'an prochain. L'année prochaine, qui serait en fait
un peu ce que fait Meta aujourd'hui avec Ray-Ban, donc des lunettes avec des caméras, une IA embarquée, ce qu'on connaît déjà, donc rien d'incroyable. Une petite brique santé aussi. Une petite brique santé, absolument, Voilà, un petit capteur de santé, on verra ce que ça donne. Et puis, ce qui va vraiment nous intéresser, ce sera l'année d'après, où pour le coup, il pourrait intégrer de la réalité augmentée, alors un peu comme les méta-displays, peut-être qu'ils iront plus loin ou autrement. Alors ce qu'on sait, ou ce qu'on croit comprendre en tout cas, c'est qu'elles fonctionneront selon 2 modes. C'est-à-dire soit elles seront connectées à ton Mac, et à ce moment-là, tu auras le Vision OS qui s'activera. Donc ce sera finalement une version un peu plus minimaliste du Vision Pro, enfin, avec le même type de fonctionnalité, la possibilité d'avoir des écrans projetés devant soi, l'ordinateur spatial, voilà, le fameux selon l'expression consacrée. Et quand il sera connecté à ton iPhone, donc typiquement quand tu es dehors, à ce moment-là, tu auras une version plus allégée de l'OS, où tu auras juste, entre guillemets, les notifications, peut-être les flèches du GPS, enfin un truc qui puisse pas être trop intrusif. Donc ça, c'est assez malin. C'est la première fois pour le coup que je vois ça, où tu as en gros des fonctionnalités différenciées en fonction de là où tu es et de la façon dont tu utilises finalement ces lunettes. Voilà ce qu'on sait pour l'instant sur les lunettes Apple. Et on sait que Tim Cook aurait dit aux gars à l'équipe d'Apple Vision Pro de mettre en pause, quoi, de vraiment de se concentrer. Les gars. Voilà, les gars, on se concentre sur les lunettes. Parce qu'ils ont été surpris finalement du succès, je pense, des Meta Ray-Ban. Ils ne s'attendaient pas à que quelqu'un les court-circuite finalement. Parce que typiquement, ça aurait pu être un produit Apple typiquement. Ouais. Et pour eux, ils ont la spécialité aussi de créer, de démocratiser un marché. Et là, quand tu te fais surprendre par Meta, on pensait que Meta était encore bloqué dans le métaverse. Et finalement, ils ont réussi à trouver une belle application de l'IA. Mais franchement, Apple aurait dû passer un accord avec Essilor Luxottica il y a des années. Mais ils ont raté complètement le truc, quoi. Et ce qui est fou, c'est que... Je ne suis pas en train de dire que Meta n'avait pas sa place, parce que c'est un joli coup, enfin, ils sont devenus légitimes, mais qui mieux qu'Apple aurait pu se lancer là-dedans? Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, on en a déjà parlé plusieurs fois sur le plateau, c'est qu'il n'est pas réagi plus tôt. Tu vois, moi, globalement, quand j'ai lu pareil, la newsletter, je me suis dit, chouette, les gars, ils vont arriver avec un truc, ça va faire papa, maman, il y aura des briques d'Apple Vision dedans. Et en fait, non, 2026, c'est les Meta Ray-Ban, quoi. Ouais. Et là, tu fais, ah ouais, quand même, là, ça fait combien de temps que les Meta Ray-Ban sont sortis? On va dire 4 ans plus tard, en fait. Tu auras les mêmes fonctions chez Apple. Mais c'est toujours à la Apple, tu observes le marché, tu vois ce qui fonctionne, et après, mais il y a toujours un décalage. Il y a toujours un gros décalage. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Et puis Meta, ça avance là. Ça avance Meta, bien. Ça avance, ouais. D'ailleurs, deuxième sujet, c'est, vous savez, les nouvelles Meta Display qui devraient arriver, alors on sait, enfin, qui arrivent aux États-Unis bientôt et qui devraient arriver en France, on ne sait pas, peut-être l'année prochaine, moi j'ai entendu dire. Début d'année, je pense. Début d'année prochaine. Elles sont sorties aux États-unis, non? Parce que j'ai vu, alors, en tout cas, j'ai vu des retours. Je ne sais pas si elles sont officiellement sorties. Précommande, non? Ouais, 899 €, dollars, mais non. Je suis pas sûr qu'il non. En tout cas, ça commence à circuler. Ça commence à circuler. Et on se rend compte d'un truc, c'est que c'est la galère quand ça tombe en panne, ces trucs-là. iFixit, ils sont en PLS, quoi. C'est ça. Justement, ils ont essayé, du coup, parce qu'ils décortiquent tous les appareils pour voir un peu leur degré de réparabilité. Et c'est vrai que visiblement, sur les métadisplays, ce dont on pouvait un peu se douter aussi, mais c'est absolument catastrophique. C'est-à-dire qu'ils ont décortiqué. Alors c'est intéressant parce que du coup, tu vois un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc ce qui se passe, c'est que tu as un projecteur qui est intégré dans la branche de droite. Elle projette l'image dans le verre. Et en fait, c'est qu'à l'intérieur du bloc, à l'intérieur du verre, tu as un système qui est extrêmement complexe de lentilles, de miroirs qui va en fait envoyer l'image et la projeter sur le verre. C'est pas projeté sur ta rétine, c'est projeté directement sur le verre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si ça tombe en panne ou si, à Dieu ne plaise, tu fais tomber tes lunettes, tu casses les verres, en fait, c'est irremplaçable. Oui, c'est-à-dire que tu peux pas aller chez l'opticien et lui dire changez-moi mes verres. Non, ça marchera pas. Le système de réfraction qui est à l'intérieur. Il faut des verres spécifiques. C'est ça, qui est à l'intérieur de la lentille. Obligé de faire. Et je pense que ça se trouve c'est la partie la plus chère. C'est le composant même plus cher qu'une caméra finalement. Un projecteur, c'est facile. Mais cette partie-là, qui est technique et mécanique physiquement, et je pense que ça va coûter extrêmement cher à remplacer. C'est quasiment peut-être la moitié du prix. Ouais, clairement. C'est ce qui explique $100 en fait versus 350 pour les Ray-Ban Meta classiques en fait. Mais ils disent que visiblement ça se répare même pas, quoi. En fait, c'est la même note, c'est 0 sur iFixit. C'est-à-dire que les gars ils ont rendu les dans une boîte. Merci. D'ailleurs, tenez, voilà. Je sais pas trop comment. On n'a pas réussi à les remonter. On vous donne un petit tube de glu avec. Je sais pas ce qu'on peut faire avec. Et bonne journée. Écoute, oui, c'est pas une énorme surprise. Ce qui m'a intéressé, moi, c'était plus le fait qu'ils l'ont décortiqué et que du coup, tu comprends un peu les mécanismes, comment ça fonctionne. C'était plus ça que je trouvais intéressant. Et c'est l'ingénierie qui est fascinante de ce produit-là. C'est quand même. C'est dingue. C'est assez dingue. C'est dingue. 799, c'est ça 899. Oui, $799. 799. Mais j'ai vu des premiers utilisateurs. C'est pour ça que je me posais la question de si elle était en vente.
aux États-Unis qui était un peu déçu parce qu'il disait que, en gros, le dispositif qu'avait mis en place Meta, c'est que tu peux aller les tester dans les magasins genre Target, Best Buy et tout ça. Mais je crois qu'à Paris, tu peux aller dans certains magasins. Je crois qu'il y a un grand optical sur les Champs-Élysées où il y a une paire de Meta Display en démonstration. Mais parce que tu vois, je pense que ça va être une vraie question. Je ne sais pas si c'est pour les journalistes ou pour tout le monde, peut-être pour les journalistes. Mais non, mais je pense que tu vois, non, mais ça va être un vrai truc, c'est-à-dire que quand elles vont sortir, c'est le genre de produit qu'il faut tester. C'est comme le Vision Pro d'Apple d'ailleurs. Il faut le tester avant de l'acheter. Tu vois, tu vas pas l'acheter juste bien sur sûr, promesse. Évidemment. Donc du coup, il faut des gens aussi, tu vois, qui soient formés à te montrer comment ça fonctionne. Et visiblement aux États-Unis, c'est pas encore tout à fait au point. C'est-à-dire que les vendeurs de ces grandes surfaces, qui s'occupent de plein d'autres produits, ils sont pas du tout les specs en tête. Et donc il y a des gens qui ont été très déçus et qui partaient en fait en mode bon, c'est sûr, je vais les acheter. Et en fait, il était tellement déçu par la démo qu'il disait bon bah les gars, en fait, mes $800, je vais les garder. Donc on va voir ce que ça donne en France. On enchaîne, il nous reste 5 minutes pour évoquer un sujet qui est passionnant, qui est un peu vertigineux, c'est la robotique, avec une start-up qui lève beaucoup d'argent et qui a un leitmotiv, c'est de créer vraiment un robot humanoïde. Hein. On parle de Figure, et Figure a annoncé cette semaine, via des vidéos, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne toujours, ils balancent des vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube, de l'avancée en fait de leur robot. Et là, ils en sont au Figure 3. Ouais. Anthony, qui repousse encore une fois, à chaque fois, les frontières de la science-fiction. Ouais. Moi, c'est l'entreprise qui me fascine le plus en ce moment. Comme tu le disais, il lève beaucoup d'argent. C'est une grosse licorne. C'est une des plus grosses licornes en fait, aux États-Unis aujourd'hui. Et à juste titre, parce que c'est vrai que ce qu'il présente est quand même très spectaculaire. On voit les images pour que ceux qui le regardent à la télé ou sur YouTube. C'est-à-dire qu'on a un robot humanoïde qui est destiné à s'installer chez nous, dans nos vies quotidiennes, qui est capable de réaliser à peu près toutes les corvées possibles et imaginables. Il a une IA embarquée, une IA maison qui s'appelle Helix, qui lui permet en fait de faire tout un tas de choses. Alors on le voit, qui plie des serviettes, qui remplit le frigo. C'est vraiment spectaculaire. Alors là, la différence par rapport aux versions précédentes, c'est qu'il est un peu moins boîte de conserve. C'est-à-dire qu'ils lui ont donné aussi il y a des armatures avec du tissu pour éviter aussi de se cogner dans les gens. Enfin, ils ont pensé, au-delà du côté technologique, à comment est-ce qu'on pourrait l'intégrer dans le quotidien des gens. Alors évidemment, c'est des vidéos qui sont très léchées, très soignées, c'est des vidéos de démo, mais il faut savoir que ces robots, il fonctionne déjà. Alors, c'est pas un homme dans un costume, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que quand on voit en plus le tissu qui se plisse comme ça, on a l'impression que c'est assez dingue. Oui, alors que c'est de la toile sur le mécanisme du robot. C'est exactement ça. Ils sont déjà utilisés en fait depuis quelques mois dans des usines, chez des grands constructeurs automobiles notamment. Donc ça veut dire que ça fonctionne. C'est pas juste du gadget, tu vois. S'il y a des grands industriels qui commencent à utiliser ces robots-là, ça veut dire que ça y est, on y est quoi. C'est pas encore tout à fait au point. Et c'est vrai qu'il est encore un peu papier arthritique dans ses mouvements. Oui, mais c'est quand même assez fou. Il est un peu lent, mais il arrive à faire des trucs incroyables. Il y a une vidéo où il plie des serviettes. On se rend pas compte parce que nous on est humains. Mais plier une serviette, c'est hyper compliqué. C'est très compliqué. Et alors lui, il fait ça avec ses petits doigts. Là, tac, 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 il les range. Il les aplatit et tout avec les mains et tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Et tu te dis, mais est-ce que c'est pas truqué ce truc-là, tu vois? Je sais pas. Mais en tout cas, je ne configurerai pas mes assiettes. Là, on voit là, tu vois là. Si vous avez du cristal dark, voilà, n'y allez pas. N'y allez pas. Mais c'est ça qui crédibilise cette vidéo justement, c'est que sur certaines préhensions d'objets, en fait, tu sens que globalement, c'est vraiment un robot. Oui. Voilà, c'est sûr que c'est compliqué. Vidéo de démonstration, je vous invite aussi à aller voir la vidéo Time Magazine. Ils sont allés chez le créateur de la boîte, ils ont passé toute l'après-midi, ils ont vu le robot en action dans un vrai environnement, pas quelque chose de balisé. Ah d'accord. Et du coup, il a fait des démonstrations en temps réel. Et il y a eu quelques bugs, effectivement. Plier les serviettes, des moments où il galérait un peu plus que sur la vidéo promotionnelle. D'autres actions, il a aussi eu des problèmes avec la vaisselle, effectivement. Donc, on ne va pas lui faire confiance tout de suite. Mais il faut aussi se rappeler d'où on vient. Là, pour l'instant, le robot, il a les aptitudes d'un enfant de 8 ans. Et il y a encore 2 ans, ils étaient incapables de faire ça. C'est ça. C'est-à-dire que ça va tellement vite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas prêt. On en est conscient. Mais les signes sont tellement encourageants qu'on se dit que dans 10 ans, où est-ce qu'on sera?
sera. Bien sûr. À la vitesse. Dans 10 ans, je pense qu'on en aura dans les maisons de retraite, on en aura dans les hôpitaux, et on sortit des entrepôts. Et dans 20 ans, tu auras peut-être un robot majordome chez toi. C'est sûr. Je veux dire, franchement, c'est évident. Et c'est ce que dit d'ailleurs Jensen Huang, qui a une assez bonne vision globalement de l'avancée de l'intelligence artificielle. Il dit c'est l'étape ultime de l'IA, c'est l'IA physique, l'IA qui va s'incarner en fait, en mettre des GPU. C'est le prochain d'ailleurs, leur prochain marché, c'est ça. C'est ça. Ils ont présenté, ils ont carrément des kits de développement. Il y avait des robots humanoïdes alignés. Il y en avait au moins une vingtaine qui étaient en développement dans le monde entier. Il y en a dans toutes les nations en avance technologique. Effectivement, il y en avait plein. Et ce qui va beaucoup jouer dans l'adoption, ça va être le prix, ça va être le premier. Et je pense que c'est clairement un marché où celui qui va dominer, celui qui va arriver en premier avec le produit le plus perfectionné, va tout prendre. On va se retrouver avec un Tesla de la robotique et ça va aller très très vite. Tesla fait de la robotique d'ailleurs. Je pense qu'on peut faire l'analogie avec les robots aspirateurs. Je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu un produit courant. Ça a mis quelques années à s'installer. Les Chinois sont arrivés derrière, ont cassé les prix. Et pareil pour la robotique, on va dire humanoïde. Il y a Unitri qui est dans le truc. Je sais pas, il y a des vidéos. Parce qu'on parle de figures, mais il y a des vidéos d'Unitri qui sont incroyables où le gars donne des coups de pied dans le robot et il retombe sur ses pattes instantanément avec une agilité que, alors autant vous dire que moi je l'aurais même pas. Je serais déjà capoute sur le tapis. Lui, il arrive et donc. Ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir, à mon avis, une telle concurrence que dans 10-20 ans, on aura pour peut-être centaines ou milliers d'euros un robot comme ça à la maison. C'est 5 000 €. Rappelez-vous, il y a 10 ans, quand Honda faisait des démonstrations sur scène avec leur robot qui coûtait... et les trucs, il n'arrivait pas à monter une marche. Il montait une marche, il se croûtait, on mettait un rideau derrière, on ne veut pas voir l'échec, etc. Là, ça se déplace, ça va partout, etc. Alors effectivement, il y a encore un... Mais donc je veux dire que ça, c'était il y a 10 ans. Donc dans 10 ans, ce sera quoi ? Et quand même, une question, c'est où est la France, quoi ? Moi, c'est ça. Et où est l'Europe, d'une manière générale, d'ailleurs, sur la robotique humanoïde. Alors, autant sur l'IA, on a quand même des cartes à jouer et tout, là, mais sur la robotique humanoïde, les US... On avait Aldébaran. Mais bon, ça s'est mal terminé. C'est vraiment... Alors là, pour le coup, je pense qu'on est en train de rater complètement ce virage, parce qu'on n'a rien de chez rien aujourd'hui, ou alors j'ai raté un truc. Il y a Wondercraft, quand même, qui travaille sur... au-delà de leurs exosquelettes, ils travaillent sur des robots aussi. Oui, mais là, on est sur du robot essentiellement industriel. C'est pas pareil. Ces robots domestiques, là, on est complètement aux fraises. Effectivement. Ça sera le mot de la fin, les amis. Désolé. Tu as un peu plombé l'ambiance, mais bon, écoute, c'est pas grave. On veut quand même le précommander. C'est vrai. Le figure ? Oui. Il coûte combien ? On voudrait. Je croyais qu'on pouvait le précommander. Je pense qu'il disait qu'à l'horizon 2026, dans ce cas-là, on pourrait le précommander. Waouh. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Anthony. Merci. Anthony Morel, journaliste à BFM Business, Nicolas Guyot, rédacteur en chef de Clubic. Et merci à Damien Licata-Caruso du Parisien. Si vous êtes avec nous en audio, ces trois personnalités de la tech seront toujours là en audio, puisqu'il y aura le petit module bonus qui va arriver. Et puis pour tous les autres, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon week-end et on sera là évidemment la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est toi qui seras la présentation de quoi je m'amène, parce que moi je serai aux États-Unis pour Tech & Co, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Très bon week-end à vous toutes et à vous tous et à très vite donc. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.